Je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc, supériorité, infériorité. Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Ma liberté ne m'est-elle pas donnée pour édifier le monde du toit? T-O-I avec un T majuscule. Et juste au-dessus, il disait, il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Voilà l'imaginaire originel que va épanouir Édouard Glissant. Édouard Glissant est né en 1928, a grandi auprès de ces hommes-là, y compris comme professeur avec Aimé Césaire au lycée Schellcher et avec Fanon comme aîné et interlocuteur. Ils se sont retrouvés tous les trois au premier congrès des écrivains noirs à Paris en 1956, puis ensuite à Rome en 1959, le deuxième. Il a accompagné cela tout jeune et d'emblée avec un décalage. L'un de ses premiers livres poèmes en prose, Le soleil de la conscience, les premières lignes disent « Je vais associer le regard du fils et la vision de l'étranger. Le dedans, le dehors, ce que j'appelais le retour à l'envoyeur. Vous m'avez renvoyé, je reviens, le fils, l'étranger, et je vous apporte autre chose. » Son œuvre est protéiforme. Il aura en 1958 le prix Renaudot avec La Lézarde, son premier roman. Avant, c'était ces textes-là, Soleil de la conscience, un immense poème, Les Indes, qui est une réponse à Saint-Jean-Père. Saint-Jean-Père, c'est l'histoire du côté de la colonisation et de sa projection, et lui, il le fait de l'autre côté. Et c'est un poème épique, formidable. Et puis après, il va développer une œuvre qui est multiforme, sans aucun genre particulier. Autant on peut dire que Césaire, qui a fait quelques rares essais et beaucoup de discours à l'Assemblée nationale et de textes, est d'abord un immense poète, autant Frantz Fanon est lié à des œuvres qui ont accompagné ses engagements et sa pratique clinicienne de très grands psychiatres, autant Glissant, c'est une œuvre multiforme. Il y a une pièce de théâtre, Monsieur Toussaint, formidable, sur le sort fait à Toussaint l'ouverture. Comme vous savez, une fois défait, il est envoyé au fort de Joux. Il va y mourir dans l'année, totalement démuni. Ils vont faire boucher la fenêtre de sa cellule. Vous pouvez la retrouver telle qu'elle au fort de Joux. Et ses restes seront mis en fosse commune avec de la chaux. Hélas, le fort de Joux ne consacre pas une pièce chaque année à souvenir de Toussaint l'ouverture. Pourquoi avait-il été mis là? C'est que s'il avait été mis près des côtes, certains auraient pu vouloir le libérer. Monsieur Toussaint est une pièce formidable. Et puis après, il y a d'autres romans, d'autres poèmes, beaucoup d'essais divers qui vont développer sa pensée dans un itinéraire qui sera un itinéraire de douleur. Quand on parle d'une œuvre accomplie, on oublie ce qui l'a fait. Édouard Glissant va épouser les causes des émancipations coloniales. Il va être sanctionné pour cela. Il va créer en 1961 le Front antillo-guyanais pour l'autonomie. À l'époque, c'était un gros mot. Aujourd'hui, c'est le statut qu'ont ces territoires. À peine ce front est-il créé qu'il est interdit. Les animateurs de ce front antillo-guyanais vont être interdits de quitter la métropole par pure mesure de police, c'est-à-dire de quitter l'Hexagone. Ils étaient 10, dont un non-antillais, mon père, qui ne pouvait pas passer la frontière, même aller en Belgique. Alors évidemment, il y avait peut-être des ruses, mais il n'y avait pas les drones et tout cela à l'époque. Mais du coup, sa carrière d'enseignant sera compromise, il ne pourra pas la faire. Il va créer un lieu de pédagogie tout à fait original, privé, l'Institut martiniquais d'études. Si vous allez en Martinique et que vous en parlez, vous trouverez des gens tout jeunes aujourd'hui qui étaient ce qu'on appelle des décrocheurs. Je parle aux enseignants qui sont ici. Beaucoup de décrocheurs aux Antilles, en Martinique,
ont une immense reconnaissance à Édouard Glissant parce que c'est grâce à eux à lui qu'ils ont pu faire des études. Il les récupérait, ces décrocheurs, avec des méthodes pédagogiques originales et il leur permettait ensuite de s'en sortir. Il va ensuite aller à l'UNESCO pendant 10 ans et diriger le courrier de l'UNESCO. C'est là où il va publier le discours antillais, après avoir tenu une revue qui a été rééditée, la revue Acoma, qui était publiée aux éditions Maspero. Bon, le discours antillais, c'est un livre chantier, issu de toutes ces discussions avec toutes sortes de personnes. C'est une sorte de livre continent, de livre immense, plutôt archipel, parce que je vais y revenir, son imaginaire n'est pas celui du continent. Bref, toute son œuvre, qui va continuer toujours dans la douleur, car quand il quittera l'UNESCO, il voudra retrouver son institut en Martinique, et là, querelle, jalousie, il prenait de la place. Bref, il n'aura plus sa place, et la France ne va rien lui proposer. Et il va partir en exil, et là, les États-Unis et leurs universités ont une grande capacité de rebond. Et donc, il va commencer en Louisiane, puis finir à New York University. Et en fait, il va faire une carrière universitaire aux États-Unis d'Amérique. Et notamment, ça lui permettra de faire un très très grand livre sur Faulkner, que je recommande à tous les amoureux de cette littérature. Et son œuvre, qui va continuer jusqu'à la fin, mêle au fond une poétique qui est en même temps une politique et qui est en même temps une philosophie. Au fond, si je devais résumer Édouard, pour moi, c'est une philosophie, une pensée du déplacement. Nous ne sommes pas assignés à résidence. Et parfois, par force, on nous a déportés, on nous a bousculés, mais il ne faut pas en faire justement simplement un ressentiment, il faut le retourner en force. D'une certaine manière, sa pensée est au cœur de, pour moi, ce qui doit s'inventer aujourd'hui, c'est-à-dire une écologie de la politique, pas seulement une politique écologique. Une écologie qui s'ordonne sur le vivant. J'ai parlé du Jardin des Plantes tout à l'heure. Les savants du Jardin des Plantes ont fait un manifeste du Muséum d'histoire naturelle sur les migrations, dans lequel ils disent « Il n'est pas de vie, il n'y a pas de vie sans déplacement ». C'est un manifeste de savants. Ce n'est pas un manifeste politique sur les politiques migratoires. Mais c'est un manifeste qui nous dit, du point de vue des savants, il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'accueil. Et le vivant, c'est le déplacement. C'est la propension du vivant à se déplacer. Et nous faisons partie du vivant. Nous sommes même qu'une toute petite partie du vivant. Nous sommes liés au vivant. Et le vivant se déplace. Le vivant bouge. Mais il ne se déplace pas seulement physiquement, il se déplace dans sa tête, et puis il se déplace dans le corps de son peuple. Notre peuple ne ressemble pas à ce qu'il était il y a 5 siècles. Il ne parle pas comme il parlait il y a 5 siècles. Nous bougeons, les peuples sont aussi des organes vivants. Et donc la pensée d'Édouard, c'est d'essayer de nous obliger à avoir les mots pour penser cela. Je vais très rapidement évoquer 6 de ces concepts. Le premier, c'est ce qu'il appelle le tout-monde et qui se traduit aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur Internet, par l'Institut du tout-monde qu'il a créé et que préside son épouse Sylvie Glissant, qui est elle-même une artiste plasticienne. Le tout-monde, comme en écho au tout-vivant, et comme en écho à un mot créole qui dit tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde. Le tout-monde. Nous sommes faits du tout-monde. Nous sommes faits dans ce que nous sommes, dans les histoires de nos familles, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous écoutons, dans ce que nous lisons, dans nos vocabulaires. Nous sommes faits du monde. Il y a un tout-monde qui n'est pas la mondialisation, sa version marchande, qui n'est pas le tourisme qui se projette sur le monde, qui est simplement le fait que le monde est en nous, que nous sommes faits du monde. Le deuxième concept, c'est le concept de relation, qui était très en écho à la pensée d'un autre philosophe, Gilles Deleuze, la pensée des rhizomes. L'idée qu'il n'y a d'identité que de relation. Édouard Glissant, c'est la réponse aux théories de la mêmeté. Le grand un de l'identité. Le grand même de la ressemblance. Il n'y a pas d'identité à racine unique. Il n'y a pas d'identité éternelle.
il n'y a d'identité que de relation. Et Édouard le prenait en prenant l'imaginaire des plantes. Les plantes ont besoin de leur rhizome, elles ont besoin de leur radicelle, elles ont besoin de l'humus, elles ont besoin d'autres plantes. Il y a un naturaliste que vous devez lire, qui est italien, qui a tout à fait démontré ça dans l'intelligence des plantes, Stefano Mancuso. Aujourd'hui, avec toutes sortes de techniques, on peut les filmer au ralenti, les étudier, etc., on voit que les plantes vivent avec d'autres plantes. Que, contrairement à la vision idéologique du darwinisme, qui est le darwinisme social, c'est le discours sur les premiers de cordée, c'est le discours sur le puissant, le compétent, le fort, le gagneur, le conquérant. Mais non, il n'y a de cordée que solidaire. La loi de la nature n'est pas de façon univoque la sélection où le plus fort gagne sur le plus faible. Non, la loi de la nature, c'est ce qu'un disciple de Darwin, savant, naturaliste aussi et anarchiste, Kropotkin, a appelé l'entraide. Son livre en anglais, c'est Mutual Aid. Et c'est Élisée Reclus, le géographe libertaire, qui dit qu'il faut le traduire entraide. Non pas aide mutuelle, mais entraide. S'entraider. Et la loi de la nature, c'est ce lien. Et les plantes qui n'ont pas d'organe central, qui n'ont pas de cerveau, eh bien, elles inventent des formes d'entraide. La loi du vivant, c'est celle-là, et ça doit être un imaginaire qui doit nous porter, comme nos sociétés humaines de notre espèce, quand elles se sont construites, ont inventé leur mythe, ont inventé leur façon de se construire en prenant des idées de la nature, évidemment. Donc la relation, c'est l'opposition à la clôture et à la fermeture. Il en découle un autre mot, créolisation, que vous avez entendu pas mal repris de manière parfois schématique dans le débat politique aujourd'hui, puisque Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise l'ont remis au goût du jour. Mais la créolisation, c'est autre chose que simplement le mélange des identités. En clair, c'est un dépassement de cette idée un peu naïve du métissage. La France black, blanc, beurre. Je mets une identité, je mets une autre identité, je crée une nouvelle identité, et cette identité devient l'identité. Non. La créolisation, c'est un mouvement. On peut être créolisé sans avoir jamais bougé. On peut être créolisé sans s'être jamais mélangé. On peut être créolisé dans notre rapport aux autres, le chemin vers l'autre, le lien aux autres. Donc la créolisation, c'est au fond, et qui vient de ce qui fut inventé dans ce chaudron créole. Le créole, c'est le nom d'une langue. Et cette langue, elle est faite de mots anglais, de mots hollandais, de mots allemands, de mots français. Elle est faite de... C'est une vraie langue, le créole. Elle est faite de plein d'autres mots. D'ailleurs, y compris avec des différences. Vous savez qu'entre la Guadeloupe et la Martinique, pour dire ça, c'est du pareil au même. On dit c'est même bitin, même bagaille. Alors, il y en a qui disent bitin et d'autres qui disent bagaille. Même bitin, même bagaille. Nos créoles ont des variantes, ont des nuances, ont des... Voilà. Et j'oublie d'ailleurs dans le chaudron du créole, les Indiens Caraïbes, et les Arawaks et les autres, qui ont conçu tout cela. Donc la créolisation, c'est au fond l'imaginaire de notre monde. Notre monde est créolisé, notre monde, c'est celui où on a le paysage de ce monde de créolisation qui n'est pas seulement une créolisation des identités humaines, mais des imaginaires, des relations, des mots, de la musique, de la culture et d'une certaine manière, dans ce qui a été marié dans la mise en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'était cela. Le quatrième concept, et qui est très important, c'est le concept d'archipel, qui s'oppose à celui de continent. Édouard disait, les continents et les civilisations continentales ont fait de très grandes choses, mais elles ont une logique d'uniformité. Elles ont une logique de l'uniformité, de la continuité continentale. Que d'ailleurs cela commence évidemment avec l'Empire romain et l'uniformité de ses codes, de son monde, et y compris de son architecture et de ses villes. Aussi puissant, aussi génial soient ces inventions, elles ont un problème qui est leur refus du divers, la façon dont elles contredisent le divers.
Et donc l'archipel, la Martinique, la Guadeloupe, tout cela, ce sont des pays en archipel. C'est l'idée que une île appelle d'autres îles. Et au fond que nous sommes en relation aussi de monde en monde. Nous pourrions nous dire ça, y compris sur notre pays hexagonal. Sans doute la Troisième République nous a-t-elle fait manquer quelque chose en ayant projeté avec des idéaux formidables, hein, l'école, elle est là, l'école républicaine, l'école qui va unifier le pays, mais qui, en unifiant le pays, va lui faire perdre parfois son divers, ses langues, ses patois, comme on disait, ses cultures, ses régions. Et le localisme n'est pas forcément un repli, il est aussi une richesse. Enfin, cinquième et avant-dernier concept, le mot de tremblement. L'idée qu'il n'y a pas de fixité, il n'y a pas d'ordre immuable. Au fond, c'est l'imaginaire des cyclones, des volcans, des raz-de-marée. C'est l'imaginaire de territoires qui sont en permanence en mouvement. C'est un imaginaire qui doit nous parler. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle des Méditerranéens, hurricane, le cyclone en anglais, mais c'est dans les tropiques. Méditerranée, c'est quoi? C'est les cyclones en Méditerranée. Il y en a eu un l'été dernier. La mer est trop chaude. Et cela provoque les cyclones. Cela provoque aussi la terre qui se réveille, les volcans, les CNA, le Stromboli, tout cela bouge. Notre territoire bouge. Notre terre bouge et nous ne sommes pas éternels. Tout ça, ce tremblement, c'est la conscience de la fragilité du monde. C'est un imaginaire qui va au-delà de l'idée un peu technique de la précaution. C'est l'idée que tout cela n'est pas stable et qu'il faut accepter de vivre avec cette instabilité, qu'il faut accepter de l'accompagner. Et enfin, il y a un dernier concept qui est plus complexe à prendre et qui est bizarre dans la bouche d'un journaliste que défendait Édouard, qui est celui d'opacité, qui ne veut pas dire obscurité. L'opacité, c'est l'idée qu'il faut laisser à chacune et à chacun, et au monde et à la nature, sa part de mystère, sa part d'énigme, sa part de quelque chose qui n'est pas forcément donné, qui n'est pas forcément explicite et qui nous accompagne. J'en termine car je suis plus long que d'habitude, mais vous avez compris que j'ai fait beaucoup de diversions parce que je suis assez intarissable sur le sujet. Voilà. J'en termine ce que j'ai convoqué là, c'est au fond ce qui m'habite et ça sort le 12 septembre, ce livre-là, et commence par une citation d'Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau dans ce texte que vous retrouverez dans un livre qui s'appelle Manifeste, qu'ils ont publié en 2007. Ça a été les seuls à se dresser à ce moment-là. C'est le moment où dans notre pays a été créé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et à l'automne 2007, quand les murs tombent, c'est ce manifeste que fait Édouard avec Patrick Chamoiseau et qui est repris dans un recueil qui s'appelle Manifeste aux éditions de la Découverte. Après, il fera cette adresse à Barack Obama, l'intraitable beauté du monde, qui développe tout ce que je vous dis là aussi sur le refus des logiques de puissance. Ce livre-là est là-dessus. C'est un livre sur le monde et l'adresse, ça s'appelle Adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait du monde, le jardin et la jungle. Et la citation qu'il ouvre d'Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau dit ceci: « Le temps viendra où le désir de dominer, de dicter sa loi, de bâtir son empire, la fierté d'être le plus fort, l'orgueil de détenir la vérité seront considérés comme un des signes les plus sûrs de la barbarie à l'œuvre dans l'histoire des humanités. » En fait, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, qui est un livre un peu oral, comme dans l'année troublée que nous avons vécue, qui a été percutée après l'Ukraine par le massacre du 7 octobre, puis l'invasion de Gaza, puis la Kanaki et le retour du spectre d'un colonialisme pur et dur et avec des morts, car immédiatement il y a des morts dans tout cela. Je vous parlais de bataille tout à l'heure. Ce que j'ai essayé de convoquer, c'est cette idée qu'on peut avoir des politiques plus attentives au monde, plus ouvertes,
plus respectueuse des humanités. Mais tant que nous, l'Europe, et notre projection politique qui inclut les États-Unis d'Amérique, dite l'Occident, nous aurons cette idée que nous sommes une puissance, que nous sommes les inventeurs, les propriétaires, les dépositaires du bien, du juste, du vrai, nous aurons un imaginaire qui ne créera pas de digue contre le retour des ombres, contre les nuits, contre toutes ces horreurs qui menacent et que nous voyons un peu partout, autour de nous et ailleurs dans le monde. Les identités closes, fermées, les identités meurtrières, la haine de l'autre, et de ce point de vue, nous savons tous, le régime ne protège de rien, on peut être victime et descendant de victime des plus grands massacres et devenir soi-même un massacreur par aveuglement créé par la question coloniale qui déshumanise, qui ensauvage, qui barbarise l'autre. Alors le titre, c'est mon dernier mot, vient de ceci. En 2022, le commissaire européen, qui est un socialiste espagnol, Josep Borrell, il n'est plus dans la nouvelle Commission européenne, le commissaire européen Josep Borrell, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, fait un discours à la nouvelle Académie diplomatique de l'Europe, qui est sise à Bruges, et ce n'est pas un hasard, puisque le mot bourse vient de Bruges, là où a commencé notre histoire, mais c'est l'histoire de notre marginalisation du monde, de notre projection sur le monde, Amsterdam, Bruges, Gênes, Venise, et ainsi de suite, Florence, et du début de tout cela. À l'époque où les bourses avaient comme valeur aussi la valeur des navires négriers, la Compagnie des Indes orientales, des Indes occidentales, tout ça. Et donc il y a l'Académie diplomatique des diplomates européens. Et M. Borrell dit, et il fait tout son discours sur cette image, à l'automne 2022, quelques mois après l'invasion de l'Ukraine, l'Europe est un jardin. Tout fonctionne. C'est un joli petit jardin. Mais autour de nous, c'est la jungle. Et la jungle menace d'envahir le jardin. Alors, c'est un social-démocrate. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Non, la solution, ce n'est pas de construire des murs. La jungle peut enjamber les murs. Non, il faut que les jardiniers européens aillent se projeter dans la jungle. Un an après, il s'en mordra les poils lui-même et il fera son autocritique, ce discours du jardin et de la jungle, et enfin, le discours de hiérarchie des histoires, des civilisations, des cultures, qui va être fracassé sur quoi? Sur Gaza. Parce qu'il dit ça, il dira, mais je dis ça parce que la loi de la jungle, c'est M. Poutine qui défend la loi du plus fort. Mais la loi de la jungle, c'est M. Netanyahou qui défend la loi du plus fort aussi. Et donc on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Le droit international ne se divise pas. On doit et évidemment, il n'aura que son impuissance face à cela. Une des formules des dirigeants israéliens depuis très longtemps, c'est de dire nous sommes une villa dans la jungle. Nous sommes la pointe avancée de l'Occident. Netanyahou dira, mais l'Europe se termine chez nous. La civilisation judéo-chrétienne se termine chez nous. Et en face, c'est la jungle. Cet imaginaire de la jungle, c'est l'imaginaire, et du jardin, c'est l'imaginaire d'une guerre des civilisations. Et c'est un imaginaire réversible. Plus vous dites aux autres que c'est la jungle, plus les autres diront, ah ben, ils ne veulent pas de nous. Donc eux aussi, c'est la jungle. Cet imaginaire-là, il est parallèle à celui du Hamas qui dit il n'y a qu'une identité, qui est une identité islamique, niant la diversité du peuple palestinien, dont 10% de la population est chrétienne. Et donc, cet imaginaire du jardin et de la jungle est évidemment l'imaginaire d'un piège, l'imaginaire dont il faut se défaire. Et face à cela, et c'est mon hommage au double maître, au grand nègre, qui est un siècle, il faut promouvoir ce que les esclaves ont inventé. Ils avaient inventé les jardins créoles. Les botanistes les défendent, vous trouverez des petits livres qui vous expliqueront que ces jardins fouillis, qui ont l'air de jungle justement, des jardins jungles, eh bien sont les plus agro-compatibles pour sauver les espèces, pour éviter de mettre des choses toxiques
Ce sont des jardins totalement mélangés, fouillis. Il y a eu un superbe documentaire, film plutôt, fait par une femme sur le chlordécone. Nous avons empoisonné la plantation, la colonisation, le béquet, le pouvoir. Monsieur Ayotte a empoisonné les terres pour la banane que nous consommons, hein, de chlordécone. Et ce film commence, on voit les mains d'une dame dans un jardin créole où elle repère toutes les plantes, tout ça est mélangé, tout ça est fouillis. L'inverse du jardin à la française, car le jardin, ça peut être la fin des hommes. Hein, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des plantes, elles sont toutes rangées dans des cases et tout ça ne se mélange pas. Et donc voilà, sortir des logiques de puissance et accepter. Je termine ce livre par une île volcan qui n'est pas celle de mon pays d'enfance, qui est une île qui m'est chère, Stromboli. Vous savez que le voyage au centre de la Terre de Jules Verne se termine à Stromboli. Et Jules Verne faisait ses livres en lisant la géographie universelle de Reclus, car Reclus lui donnait la nourriture, lequel Reclus dira « La terre est le corps de l'humanité, nous sommes les fils de la terre ». Quelle que soit sa liberté relative conquise par notre intelligence et notre volonté propre, nous, les hommes, n'en restons pas moins des produits de la planète. Il faut inviter l'homme, ce nouvel Attila, à prendre conscience de sa responsabilité à l'égard du vivant du monde. Alors, disait-il, que les travaux humains, c'est écrit en 1864, alors que les travaux humains ont malheureusement pour résultat fatal d'appauvrir le sol, d'enlaidir la nature, de gâter les climats. Stromboli dépend de la province de Sicile. La capitale de la Sicile, c'est Palerme. Stromboli, le volcan crache. Et je termine le livre, je spoil par une histoire, c'est que les flancs du Stromboli ont été ravagés il y a 2 ans par un incendie, mais ce n'était pas le volcan. C'était un épisode d'un feuilleton racoleur de la Raille qui a été filmé. Ils ont cru éteindre l'incendie qu'ils avaient volontairement créé, car l'épisode, la série s'appelle Protection civile. Ils sont partis, ils ont oublié que ça s'appelle les îles éoliennes. 3 heures après, ce qu'ils avaient laissé, tous les flancs du volcan, jamais Idou, comme on l'appelle là-bas, n'avait détruit les flancs. 3 mois après, bombe climatique, pluie diluvienne en plein août, plus d'arbres, plus rien, torrent de boue. Aujourd'hui, on ne peut plus marcher, on ne peut plus aller vers le volcan, tout est interdit et tout, et le volcan crache plus que jamais, il est fâché. Alors pourquoi je termine, et je vois que mon ami s'impatiente. Mais je termine, j'espère que vous lirez le livre quand même, parce qu'il vient de sortir, je viens de l'obtenir hier, donc j'ai un petit tendresse, voilà. Oui, et comme ça. Voilà. Et à Palerme, la plus grande fresque de Palerme est à côté du jardin des plantes de Palerme, où il y a eu un jardin colonial, dans un quartier qui a un nom issu de la langue arabe, monde de mélange, dans le palais Abbatelis. Et c'est une immense fresque, qui s'appelle le Triomphe de la mort. Elle a été peinte au XVe siècle, au mi-temps du XVe siècle. Là où commence toute cette histoire, Colomb, c'est 1492, l'invention de l'imprimerie, notre modernité, comment on se projette sur le monde. Et cette fresque, vous pouvez facilement retrouver, le Triomphe de la mort, Palerme, elle montre la mort, chevauchant une monture au flanc échancré. Elle traverse comme ça, avec un carquois et des flèches, et elle fauche tout le monde, et notamment les puissants, et on voit les papes, on voit les rois, on voit les seigneurs, on voit les chevaliers qui passent de vie à trépas. Et dans un coin gauche, droit plutôt, pas, du plateau, du tableau, enfin, comment on le regarde, il y a encore un groupe de riches personnes, on le voit à leurs vêtements, qui sont là, totalement inconscients de ce qui les attend. Et le triomphe de la mort, c'est voilà, le jardin créole, la fragilité, le tremblement, la relation, l'archipel. Sortir des logiques de puissance, car les logiques de puissance finissent par produire des logiques de hiérarchie, de haine de l'humanité, de sélection, de refus de l'autre. Eh bien, ce n'est pas qu'une image, car si nous ne le faisons pas, c'est la mort qui triomphe, cette mort-là. Cette mort de notre monde. Nous sommes dans un monde provisoire. Et le triomphe de la mort, c'est cette image-là. Et donc cet imaginaire,
Édouard Glissant est venu de la Caraïbe, et celui qui peut nous aider à vivre, nous aider à accepter notre condition d'être de passage dans le vivant, car nous avons tous une fin, et de respecter ce tout vivant du tout monde. Je vous remercie et pardon d'avoir été Hey Bobo! Hey Bobo!